Imaginez un instant, pendant un mois, la planète entière s'arrête. Plus de 5 milliards de personnes regardent les matchs. Les présidents voyagent, les chefs d'État se rencontrent. Les entreprises investissent des milliards et les images des pays hôtes sont diffusées partout dans le monde. Officiellement, la Coupe du Monde est un événement sportif. Mais en réalité, c'est aussi un outil de puissance, une arme diplomatique et un instrument d'influence mondiale. Alors, une question mérite d'être posée. Pourquoi les États investissent-ils des dizaines de milliards de dollars pour accueillir une compétition de football? Et surtout, quelle place l'Afrique occupe-t-elle dans cette bataille mondiale du sport? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. Le football est aujourd'hui le sport le plus populaire de la planète. La FIFA revendique plus de 200 fédérations membres. La finale de la Coupe du Monde 2022 a été suivie par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Aucun sommet politique, aucune organisation internationale, aucun média ne bénéficie d'une telle visibilité. C'est pourquoi les États considèrent désormais le sport comme un outil stratégique. Regardons quelques exemples. Le Qatar a investi plus de 200 milliards de dollars dans la Coupe du Monde 2022. Pourquoi? Parce qu'il voulait améliorer son image à l'international, attirer des investisseurs et accroître son influence diplomatique. Même logique pour l'Arabie Saoudite, la Chine ou les Émirats arabes unis. Le sport est devenu un outil de rayonnement mondial. On parle aujourd'hui de diplomatie sportive, de géopolitique, du sport. La Coupe du Monde 2026 se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sur le papier, c'est la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. 48 équipes, des milliards de téléspectateurs, mais avant le début, il y a eu une controverse majeure, les visas. De nombreux pays africains figurent parmi ceux dont les ressortissants rencontrent régulièrement des difficultés pour obtenir un visa américain. La question fondamentale était, une Coupe du Monde organisée aux États-Unis peut-elle réellement être accessible au monde entier? Et la réponse est sans doute négative. Plusieurs supporters du monde, et africains en particulier, ont été privés de visa. Un arbitre somalien s'est fait refuser l'entrée sur le territoire américain. Et pour des journalistes, n'en parlons même pas. Tout cela sans que la FIFA n'ait bronché. Cette polémique révèle une contradiction profonde. D'un côté, la FIFA affirme que le football est universel. De l'autre, les États conservent leur souveraineté sur les frontières, les visas et les contrôles de migration. Autrement dit, le football est mondial, mais son accès reste politique. La Coupe du Monde 2026 est ainsi devenue un laboratoire inédit de la géopolitique des mobilités. Comme quoi, le football prétend rassembler l'humanité, mais les frontières, elles, restent réelles. L'Afrique reste un géant des talents, mais nain des influences. L'Afrique produit certains des plus grands footballeurs du monde, des légendes comme George Weah, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah. Mais la plupart des revenus générés par ces talents profitent principalement aux grands championnats européens. Chaque année, des milliers de jeunes joueurs africains quittent le continent. Résultat, l'Afrique exporte ses talents, mais contrôle peu l'industrie du football. L'Afrique a déjà accueilli une Coupe du Monde, c'était en 2010. En Afrique du Sud, un moment historique qui avait démontré la capacité du continent à organiser l'un des plus grands événements de la planète. 20 ans plus tard, une nouvelle étape s'annonce. Le Maroc accueillera une partie de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Pour Rabat, l'enjeu dépasse largement le football. Il s'agit d'attirer les investissements, d'accélérer les infrastructures, de renforcer l'influence diplomatique du royaume et surtout de consolider sa position
de passerelle entre l'Afrique et l'Europe. La Coupe du Monde est devenue un outil de projection de puissance et le Maroc l'a parfaitement compris après sa performance historique en 2022 en atteignant les demi-finales. Le Royaume a démontré qu'un pays africain pouvait devenir un acteur central du football mondial. C'est du soft power à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement qui gagne les matchs. La vraie question est qui contrôle l'argent, qui contrôle les droits TV, qui contrôle les compétitions et qui contrôle les académies. Le football mondial génère des dizaines de milliards de dollars chaque année et l'Afrique ne capte encore qu'une faible partie de cette richesse. En somme, l'avenir du football africain ne dépend pas seulement des joueurs. Il dépendra aussi des infrastructures, des ligues professionnelles, des médias sportifs et des investissements locaux. Car dans le monde d'aujourd'hui, le football n'est plus seulement un sport, c'est un instrument de puissance. Et la vraie question est désormais, l'Afrique continuera-t-elle à exporter ses talents ou deviendra-t-elle enfin une puissance du football mondial? L'Afrique fournit des stars du football mondial, mais contrôle-t-elle vraiment le jeu? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.